Alors, moi, je continue sur un sujet qu'on entame, c'est l'agroalimentaire. Je pense que sur plusieurs pathologies, en fait, il y a plusieurs facteurs. On est sur des maladies qui sont plurifactorielles et que pour le coup, il va falloir travailler en équipe. Alors, il y a le PNMS4 sur lequel on travaille au ministère de la Santé. Et puis, il y a un truc qui s'appelle CNA, qui est le Conseil national de l'alimentation, qui est une instance interministérielle sous l'égide de 4 ministères. Et effectivement, c'est travailler aussi avec l'Union européenne et le Parlement européen de Bruxelles. Donc là, j'ai envie de vous dire, quelque part, je vais faire un peu d'humour, mais je peux me permettre, on pèse lourd. Mais alors, si on ne dit rien, il ne se passera rien. Donc, en fait, les perturbateurs endocriniens, c'est un facteur très aggravant à plein de niveaux sur les pathologies, le cancer aussi, entre autres. Et puis l'alimentation, enfin, c'est ce qu'on se disait avec le professeur Castera, c'est quand même grave qu'on en arrive à se dire que finalement, dans l'ultra transformé, c'est ultra merdique. Donc, quand on dit manger 5 fruits et légumes, les gens, effectivement, ils ont entendu, parce que ça a été évalué lors des états généraux de l'alimentation, les gens savent qu'il faut manger 5 fruits et légumes. Par contre, le message de pourquoi il faut manger 5 fruits et légumes, alors question dans la salle, pourquoi? Ouais, j'ai perdu tout le monde. Et qu'est-ce qu'une portion? Et c'est quoi une portion? Puis c'est quoi les 5 fruits et légumes? Parce qu'il y en a qui disent fruits et légumes, c'est très 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 beau. En fait, il y a des fibres. Il y a des fibres. Et il faut travailler son microbiote, il faut travailler la qualité de son microbiote, et que le microbiote, c'est votre petite armée qui va vous préserver des maladies sur vos défenses immunitaires. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut savoir, mais il faut le dire. Il faut le dire. Et puis, plus vous pourrez, j'ai envie de dire, vous fabriquer votre propre alimentation vous-même, moins ça vous coûtera plus cher. Et en plus, vous allez savoir ce que vous allez mettre dedans. Puis alors, si vous pouvez le faire avec, j'ai envie de dire, les petits-enfants, enfin, toutes les générations, vous allez transmettre des savoirs. Donc, vous êtes en plus dans la transmission et dans la prévention. Je lâche tout. C'est parfait. Je sais pas. Des questions dans la salle? On a une question, alors pas dans la salle, mais j'ai peut-être pas fait attention. Une question en ligne de Karine. Karine, tu as la parole. Vous avez la parole, pardon. Oui, merci. Non, mais on peut se tutoyer, pas de problème. Je suis tranquille avec ça. Moi, je voulais faire deux remarques par rapport à ça. C'est effectivement les messages publicitaires, enfin pas publicitaires, mais de prévention sur l'alimentation sont bien. Simplement, il y en a un qui me gêne un petit peu. C'est celui où ils disent mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. En fait, ils ne disent pas papa. Et finalement, on se dit mais on peut plus rien manger, quoi. Et à mon sens, celui-là, il a peut-être un peu tendance à nous perdre quelque part parce que du coup, on se dit, bah, on n'a plus le droit à rien. Donc ça, c'est une première réflexion. Alors, je suis d'accord avec l'intervention précédente où c'est bien de faire par soi-même parce que effectivement, plus on fait soi-même ses repas et plus moins il y a de cochonneries dedans. L'autre chose que je voulais dire par rapport à l'alimentation, alors que ça soit, là on est en plein dedans sur la nage, qu'elle soit alcoolique ou pas alcoolique, c'est quand même que la culture française, et là il y a quelque chose peut-être à travailler, c'est que tout se passe autour d'un repas ou autour d'un verre d'alcool, pour ne pas le citer. Et j'ai envie de dire, pour les gens qui ont des problèmes de poids et qui font un peu attention à ce qu'ils mangent, c'est très compliqué de continuer à avoir des relations sociales quand on ne boit pas d'alcool. C'est toujours un petit verre, ça peut pas faire de mal. Et moi, je l'ai entendu de la part de mon frère médecin quand même. Hein. Donc là, on se dit, oui, il y a le médecin d'un côté qui sait, et puis le particulier qui finalement, lui, oublie quand il est dans le privé. Mais il y a aussi écoute, on se mange un petit bout ensemble parce qu'on prend plus le temps de se rencontrer autrement. Et quelque part, c'est assez culpabilisant parce qu'on se dit, si on fait attention à ne pas boire ou si on fait attention à ce qu'on mange, on se retrouve tout seul enfermé parce que les gens ne vont pas comprendre, par exemple, qu'on vient avec sa gamelle, parce qu'on ne mange pas forcément la même chose ou qu'on fait attention, et que quand on vous promet un truc bien gras, bien sucré, ou je ne sais pas quoi, genre une raclette, un truc bien, et que ça ne va pas tout à fait avec ce qu'on fait, les gens ne comprennent pas, quoi. Vous arrivez avec votre gamelle, vous dire, non, il faut qu'on mange la même chose. Non, l'important, est-ce que c'est manger ensemble ou est-ce que c'est manger la même chose? Et je trouve que là, il y aurait peut-être tout un travail
à refaire autour de cette culture de l'alcool et de la bouffe en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je me permets, je reprends le micro, mais après, je pense qu'il y a plein de choses dans ce que vous êtes en train de dire. Déjà, d'une, j'ai envie de dire le diktat de regarder ce que les gens boivent et ce que les gens mangent. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Très, très, très clairement. Moi, je ne bois pas une goutte d'alcool parce que je n'ai pas d'appétence pour l'alcool. Quand les gens disent « Ah, mais c'est pas drôle », je dis bah, « Écoute, pour moi, tout va bien ». Donc après, si pour toi, ça pose un problème, n'hésite pas, la porte, elle est là-bas. Pour moi, c'est comme ça. Après, pour le j'ai envie de dire, le miam-miam, c'est pas parce que vous allez manger quelque chose qui va vous faire plaisir qu'il va falloir culpabiliser éternellement et tout le temps. Vous allez pouvoir rattraper, j'ai envie de dire, c'est l'homme qui est à côté de moi, le saura mieux que moi, ça s'étale dans la semaine, j'ai envie de dire, le repas. Et puis, les équilibres des repas. Et puis, pour moi, il n'y a pas équilibre s'il n'y a pas plaisir. Parce qu'on ne tient pas dans le temps si on n'y met pas du plaisir. Et quoi que ce soit. C'est-à-dire que notamment pour les pathologies chroniques, et puis j'ai la tendance que la nage, au bout d'un moment, on est toujours, moi j'en ai eu une, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Si on n'est pas dans le plaisir un peu raisonné et un peu raisonnable, autant se tirer une balle dans la tête tout de suite. Donc ce n'est pas possible et ce n'est pas durable. Donc j'ai envie de dire, soyez égoïste, pensez à vous, faites-vous, entourez-vous quand vous pouvez et quand vous le savez, des personnes qui sont les mieux à même de pouvoir vous aiguiller, parce qu'il y a ça aussi. Et puis après, ceux qui ne sont pas contents, on ne les retient jamais. Je rebondis effectivement et je suis tout à fait d'accord. Et ce que vous présentez aussi me fait penser à cette notion de restriction cognitive, c'est les croyances alimentaires. On a souvent chacun, et en tout cas ça peut venir aussi de l'entourage ou de la publicité ou d'autres, des croyances au niveau de notre alimentation, de ce qu'on va faire, de ce qu'on ne va pas faire. C'est des choses qui peuvent être extrêmement contraignantes et qui peuvent bloquer ces fameux systèmes de régulation que je vous présentais tout à l'heure. Ça peut empêcher cette notion de plaisir, créer des envies de manger, des compulsions. On peut se restreindre et effectivement ne plus sortir au restaurant avec nos amis parce que on se dit que ça va jouer sur notre alimentation. Tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et que ces croyances alimentaires-là ne sont que des croyances. Il faut pouvoir aussi voir dans la réalité, dans la pratique, dans l'expérience, est-ce que ça fonctionne pour soi, est-ce que ça ne fonctionne pas. Oui, si je mange une raclette un jour, ce n'est pas pour autant que je vais prendre 10 kilos. Peut-être que j'aurai juste moins faim au repas d'après et du coup, je peux m'autoriser à ne pas forcément manger à l'heure qui était prévue si j'ai pas faim, par exemple. Donc, attention à toutes ces croyances alimentaires qu'on peut avoir en nous et qui sont très présentes et qui nous bloquent un petit peu de nos sensations internes. Voilà. Juste une anecdote, en Californie, sur une start-up, ils ont brainstormé sur comment on pouvait faire évoluer le repas d'affaires. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre à la place? Alors oui, il y a la partie golf éventuellement, et eux, ce qu'ils ont inventé, ils ont inventé la marche d'affaires. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont quelque part, ils ne mangent plus, ils disent aux gens, mais je vous invite, je vous emmène, on va marcher 20 minutes, une demi-heure, on se dit ce qu'on a à se dire. Et la boîte communique avec les gens qui travaillent en disant, on vous a fait économiser tant de calories, tant de machin, etc. Voilà, c'était juste une aparté un peu grosse. Laurent, tu voulais dire quelque chose? Oui, si je peux juste ajouter un peu d'eau à votre moulin. Ce que vous avez dit, c'est qu'il y a un aspect, effectivement, surtout en France, culturel très important et les repas sont pris en groupe. Donc, c'est un facteur de convivialité et de plaisir. Et je vois souvent des patients à qui on a imposé des régimes restrictifs ou qui s'imposent eux-mêmes. Et ça, c'est un gros obstacle à la vie sociale, parce qu'effectivement, en plus avec le Covid, on finit complètement par s'isoler. Donc, juste pour rappeler que le seul régime quand même qui a vraiment fait la preuve de son efficacité parmi l'océan, la mer de régimes qui existent et qu'on vous propose, c'est le régime méditerranéen. Et le régime méditerranéen, c'est un régime assez équilibré, comme vous le savez, ce n'est pas un régime restrictif. Il y a juste un petit défaut, c'est qu'il recommande, je crois, un verre de vin rouge. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas directeur de conscience. Le vin, on peut en boire avec modération. Après, bien sûr, les patients qui ont une cirrhose, je ne peux pas leur recommander de prendre de l'alcool. Mais c'est important. Il y a un autre aspect pour rebondir sur ce que dit Pascal. Il y a les régimes, mais il y a aussi la sédentarité. Et on vit dans un monde de plus en plus sédentaire. Pourquoi? Parce que vous prenez votre voiture, en tout cas la plupart des gens, pas tellement à Paris, mais dans le reste de la France, vous passez du temps sur des ordinateurs, sur des écrans, sur votre portable. Et si vous regardez les statistiques pour les adolescents ou les enfants, c'est encore plus inquiétant.
Et ça contribue beaucoup et c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Ça a commencé il y a un peu plus de 50 ans, quoi, avec l'avènement des transports en commun, de la voiture, à tout va. Donc ça aussi, c'est important parce qu'il ne suffit pas de faire un régime, mais il faut aussi brûler. Ça veut dire faire un peu d'exercice. Alors, ça peut être marcher pour lutter contre la sédentarité et l'ostéoporose, mais également, il faut suer un peu et faire du vélo d'appartement, de la course, de la natation. Enfin, voilà, il faut marcher. C'est extrêmement important aussi et c'est un peu trop souvent oublié. Donc, les deux sont importants à mon avis. Je m'arrête là. On répond à votre question. Non, je n'ai pas une question, c'est simplement par rapport à ce que vous avez dit, Madame Joly, c'est que je pense qu'il y a aussi le respect des personnes. Quand vous recevez chez vous des personnes que vous savez qui font attention à leur poids, vous devez aussi les respecter et vous organiser de façon à ne pas lui imposer de manger une grosse potée bien grasse. Voilà. Et puis, comme je dirais, on peut peut-être manger de tout, mais en quantité raisonnable. Et c'est le mot raisonnable qui est le plus compliqué, je pense. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Juste pour rebondir, je me retrouve un soir dans une réunion, professionnelle, un médecin, chirurgien et patient. Et le mot raisonnable est important dans ce que vous dites, parce que la salle était pleine et au bas mot, que des patients obèses, alors obèses, pluripathologiques, etc. Je pense que la personne la plus légère devait peser, à mon avis, 140 kilos. La diététicienne qui arrive, qui avait beaucoup de chance, qui était aussi fine que la dame à ma droite, arrive sur la tribune et dit « Écoutez, moi, pour au niveau nutrition, alors on peut boire de l'eau plate, puis elle nous sort des marques, puis après elle nous dit « Alors, si vous voulez manger des pâtes, vous avez le droit à 3 cuillères à soupe de pâtes sèches. » Écoutez, là, dans mon esprit, il y a eu comme un nuage un peu très, très, très tendu. Et je me suis dit, est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit face à des gens qui sont à 250 grammes de pâtes? Parce que eux, pour eux, c'est leur norme à eux. Ce n'est pas la norme de... Donc, en fait, c'est de où on part. Toujours de savoir de où on part jusqu'où on peut aller. Et où on peut aller avec ce que nous sommes, avec les habitudes que nous sommes, avec qui, enfin, avec tout l'historique. Et si vous ne prenez pas ça en considération, à mes yeux, on va directement dans le mur. Et ça ne peut pas se tenir sur le temps. Et puis évidemment, ce que vous dites, c'est du bon sens. Quand vous savez que quelqu'un est allergique au poisson, vous n'allez pas lui servir du poisson. Mais voilà, il y a des gens qui sont un peu plus tordus dans le truc. Mais c'est de la bienveillance et du bon sens. Mais surtout, je pense aussi qu'il faut être en capacité de repérer les gens qui nous veulent du bien et ceux qui ne nous veulent pas du bien. Et je pense que ça, c'est le premier ménage à faire dans sa vie, en règle générale. C'est plus dur. Parce que parfois, les prises de kilos, elles ne sont pas toujours parce que... Enfin, la nourriture n'est que la conséquence d'autre chose. Et ça, c'est important de le mettre en situation. Moi, j'avais une question pour Jérôme. Sur les tests, c'est quelque chose qui a systématique, on se pose des questions sur le FIP4 de l'étendre en population générale pour aller au-devant de dépister tous ces gens qui ont de la fibrose. Et on se dit, mais mince, un laboratoire, il met bien une petite année, il nous explique quand on fait un dosage de cholestérol, il met un commentaire, quand on met l'hémoglobine glyquée pour le diabétique, il nous dit si c'est bien ou pas. Pourquoi, dès qu'on demande des transaminases et des plaquettes, si les médecins généralistes se mettent à prescrire plus de transaminases, pourquoi ils ne mettraient pas systématiquement le FIP4 avec un petit mot pour dire qu'il faudrait l'adresser ou pas? J'ai eu sur mon téléphone portable, il y a un grand groupe de laboratoires privés qui vient de l'annoncer, il commence au 30 novembre en France. Comment tu vois ça, toi, de ton côté? Est-ce que tu crois que c'est... Parce que du coup, il y a des expériences comme celle en Aquitaine, où on a proposé, au Victor de Lénacan, on propose que les labos fassent, c'était une ligne directe pour derrière tout de suite faire un fibroscan relativement rapidement en cas de pathologie, enfin de chiffre pathologique. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est une des pistes à prendre de faire le FIP4 systématiquement sur tous les bilans biologiques et que les laboratoires se saisissent de ce problème épidémiologique, ou est-ce que ça doit rester dans la main des médecins? Alors, c'est une question qui est extrêmement compliquée.
extrêmement compliqué. Et ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Madame Joly tout à l'heure sur le nombre de médecins, les déserts médicaux, le système de santé en général. Pourquoi on veut faire le calcul automatique du FIT4? On l'a tout abordé. Hein. C'est parce que il faut vraiment que je pèse mes mots, parce que on veut aider, on ne va pas remplacer, on veut aider le médecin à penser à tout. On a vu que les diabétologues, on a vu que les médecins généralistes ne pensaient pas à faire les tests non invasifs. Et il faut balayer aussi devant notre porte. Hein. Si on faisait un interrogatoire sur tous les hépatogastro-entérologues de France, on ne serait pas à 100%. Donc, on a des facteurs de risque. On est censé faire des évaluations, mais tout le monde est débordé de travail. Le Covid est passé par là. Le nombre de médecins ne va pas forcément en augmentant. Ils ne sont pas forcément là où il y a un besoin pour la population. Donc, on essaye de se dire pourquoi on ne ferait pas un calcul automatique du FIT4, qui est une solution pour dire on va balancer des alarmes. Le problème, c'est aussi qu'on est dans un système contraint avec des finances qui ne sont pas expansibles au maximum. Et il faut comprendre qu'un calcul automatique du FIT4, on l'a vu, hein, c'est entre 30 et 40% de tests positifs qui vont amener à une évaluation de seconde ligne. Et des évaluations récentes menées dans différents centres en France ont montré qu'il y avait 80% de faux positifs. Donc, c'est forcément bien parce que ça va permettre de faire le fameux starter dont on parlait et d'identifier des patients. Sauf que ça va générer 80% de résultats faux positifs. Moi, je me mets à la place du malade hein, qui reçoit il y a possiblement une maladie du foie. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À qui je m'adresse? Quel examen je paie? Ça rejoint le discours de tout à l'heure. Il ne faut pas, entre guillemets, il faut pas allumer la petite brindille qui peut mettre le fou à la forêt. On veut avec la FEF faire une étude qui a pour objectif de voir si ce calcul automatique du FIT4, suivi d'un examen de seconde ligne, notamment par le fibroscan, est pertinent. Parce que si c'est pour déclencher sans calcul de FIT4 et qu'à la fin, il n'y a qu'un seul patient qui soit réellement identifié, réellement malade du foie, donc on va générer des coûts, on va générer des consultations spécialisées, on va générer du stress chez les patients et in fine, on va être très peu efficient. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui, et c'est important ce genre de réunion, que tout le monde se mette autour de la table. Il manque un médecin généraliste, donc c'est difficile de les toucher, pour faire des choses efficientes. Le mot-clé, c'est parcours patient. Vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, la maladie, il n'y a pas de traitement, elle n'a pas de nom. On pourrait presque considérer qu'elle n'existe pas. Le jour où il y aura un parcours patient, avec une recommandation à HAS, le jour où on dira ce profil de patient-là, il faut faire le test de première ligne. Et puis d'ailleurs, vous confirmez, et qu'on fait un vrai parcours patient avec un cheminement du soin primaire, du diabétologue jusqu'au spécialiste du foie, ça va dire qu'on a reconnu qu'il y a une maladie, qu'on a reconnu qu'il y a des tests, qu'on a reconnu qu'il y a la possibilité d'identifier des patients, de proposer des choses. Moi, je pense que le parcours patient, il est extrêmement important. Le débuter par un calcul automatique de FIT4, il faut qu'on l'évalue parce qu'il y a un haut risque que ce ne soit pas efficient. Moi, je pense qu'il faut absolument le faire chez les gens qui ont des facteurs de risque, avant tout. Et aider les laboratoires, on reçoit des comptes rendus des calculs automatiques de FIT4. Les expériences récentes montrent que dans la grande partie des cas, plus de 80%, on tire une sonnette d'alarme à vide. Donc, je ne suis pas sûr. Comment ? Si je peux ajouter un commentaire, moi je rejoins bien sûr Jérôme. Le modèle, c'est le MDRD ou le CKD-EPI qu'ont fait les néphrologues pour alerter les généralistes qui étaient malades sur le fait qu'il y a des pathologies rénales chroniques. Donc c'est un peu le même modèle que les maladies du foie. C'est des maladies asymptomatiques, c'est des maladies qui peuvent être sévères. Et donc maintenant, les laboratoires le font systématiquement. Et ça marche. Donc on a un modèle. Après, où je suis tout à fait d'accord avec Jérôme, pour l'instant, il n'y a pas de traitement dans cette maladie, elle n'a pas vraiment de nom consensuel, mais surtout, il n'y a pas de parcours patient. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il faut proposer le FIT4 de façon large à partir du moment où on a mis en place des stratégies, des parcours patients. Et la première étape, c'est par exemple de rembourser les examens, notamment le fibroscan, qui va être l'examen qui va être fait derrière, qui pour l'instant, je vous rappelle, n'est pas remboursé en France dans l'anapholie. Il est remboursé dans l'hépatite, les hépatites, la co-infection, mais pas l'anapholie.
Donc voilà, je pense qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Alors peut-être que dans 2 ans, oui, ça sera. Mais si on appuie trop vite sur le bouton, je pense que ça va se retourner. C'est aussi une révolution culturelle. Là, je parle au nom de nous tous et de l'association. C'est sur les hépatites virales, on a été dans le modèle il faut le dépister parce que c'était l'hépatite B, l'hépatite C, etc. Et voilà. Là, on est dans une maladie très fréquente et rarement grave. Et du coup, ce modèle-là est plus de dépister à tout va, n'est plus le bon modèle ou la bonne façon de voir. Je prends l'exemple de l'hépatite C où on a maintenant des traitements extrêmement efficaces et tout le monde n'est pas dépisté encore. Oui. Donc, il y a des traitements. Si, le modèle, c'est de dépister. Mais à la différence de la NAFLD et aussi de l'alcool, une sérologie d'hépatite C, quand elle est positive, c'est l'hépatite C. Un FIL4 positif, ça peut être un patient qui est sous chimiothérapie, ça peut être une toxicité médicamenteuse, ça peut être plein de trucs. Donc, en fait, le test qu'on a n'est pas très spécifique. Alors, moi, j'imagine le patient qui a un FIL4 à 1,4, en fait, il n'y a pas grand-chose, qui se retrouve avec un message, vous avez une maladie du foie, qui cherche à parler à son médecin traitant, sauf qu'il est en pleine campagne, mon père est médecin généraliste dans le Nord, il n'y a plus de médecin. Il va chercher un médecin, il va demander à un hépatologue à faire 50 km, il aura un rendez-vous dans 6 mois, 9 mois. Et en fait, on va déclencher une avalanche de tests positifs. Il faut générer du stress. Oui. Et alors, on peut imaginer que si, par exemple, le FibroScan est remboursé, que la technologie se répande, qu'on reconnaisse les appareils d'élastométrie couplés aux échographies, le patient aura accès aux tests de seconde ligne beaucoup plus facilement. On montrera que ce calcul automatique, finalement, suivi d'un test de seconde ligne, c'est efficace, c'est pertinent, ça veut dire quelque chose. Oui, mais il va quand même falloir le valider tout ça. Pour moi, aujourd'hui, le calcul du FIL4, il faut qu'il soit réservé aux patients qui ont un facteur de risque hépatique. Là, le brassage trop large, aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt. Et on risque, si on part dans cette direction-là, on risque aussi peut-être de se décrédibiliser vis-à-vis des pouvoirs publics en disant, voilà, ils font n'importe quoi avec leurs tests. Nous, on ne rembourse pas parce que sinon, ça va partir à volo. C'est le risque. J'entends. Concernant l'obésité, je vais parler de ce que je connais un petit peu. C'est nous, les assos, qui gestionnement tout le front. Il n'y avait rien. On dit rien, c'était l'âge néandertal. Rien, aucune recours. Et en fait, on a réussi à obtenir les recommandations de la HAS. Moi, ça fait 23 ans que je travaille avec la Haute Autorité de Santé. On doit être à 19, enfin, je suis sur 19 recours, comité d'écriture, en lien avec l'obésité, surtout obésité, chirurgie, métabolique, etc. Moi, je pense que, après, voilà, je pense que les associations avec les sociétés savantes sur 2 choses distinctes en parallèle, c'est-à-dire travailler sur une information générale et vulgariser, surtout vulgariser, de ce qu'est les différentes évaluations, on avait fait ensemble, sur ce que sont finalement les maladies du foie, et parallèlement à ça, faire une saisine à la Haute Autorité de Santé, demandant un parcours de soins. Co-signé, pareil, je propose, co-signé sur les associations de patients et les sociétés savantes. Mais à mes yeux, on ne peut pas laisser la population générale dans le déni de ce style d'information. Moi, je prône toujours pour... là, on est sur Ma Santé 2022, sur le patient au cœur du système de santé. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais on parle là-dessus. Je pense que plus on va aller, et puis c'est ce qu'on disait encore à table ce midi, si on ferme des lits dans les centres, voilà. Si en plus on se retrouve avec des désertifications médicales et paramédicales, on va pouvoir mourir tranquille ou pas à la maison. Ce n'est pas à mes yeux entendable. Et l'État, je pense, pour ce que je sais de l'État, pour travailler avec eux sur certains sujets, ils entendent certaines choses, mais ils ont besoin aussi de savoir qui est proactif, qui veut y aller et sous quelle forme. Je rejoins complètement. L'idée, ce n'était pas de lancer un test à tout train. Là, je pense qu'aujourd'hui, on a des outils, on a des données, et moi, je rejoins tout à fait. Je pense que c'est le bon moment. Maintenant, il faut y aller. On a toutes les cartes en main pour leur dire, bon, écoutez, il y a ce qu'il faut maintenant. On ne va pas laisser 17 000 personnes mourir de cirrhose décompensée et de cancer du foie, c'est quasiment autant que le cancer du côlon, sans même chercher à identifier les patients qui pourraient bénéficier d'une prise en charge précoce. On connaît l'épidémiologie, on connaît les soins naturels, on a les placements invasifs. Donc, moi, je suis 100% d'accord, c'est le bon moment. Allez, on va conclure là-dessus. Et j'ai envie de dire,
pour conclure, on a vu faire les chiffres, ça tue autant que la route. C'était quelque chose qu'on avait déjà dit à l'époque de l'hépatite C pour SOS. Et puis, j'ai un souvenir du forum des SOS hépatite à Dijon, où à la fin, comme ça, quand on avait causé énormément d'hépatite B, on a pris le pari un peu fou à la tribune de la même façon de dire il faut qu'on fasse des états généraux de l'hépatite B. Ça nous a mis 2 ans et demi. Puis vous avez vu les résultats ce matin. On a présenté où on en était avec des sociétés savantes, des médecins, des associations de patients qui sont groupées pour faire des recours et qui sont remontés maintenant. Donc, on va continuer. On fasse pareil pour la nage, on se donne 2 ans et on y va. Et j'ai Céline qui dit putain, il fait chier. Alors, moi, ce que je peux proposer, ce que j'ai proposé au professeur Castera, c'est que moi, au mois de mars, je vais mettre un point d'étape de ma lettre de cadrage au ministère de la Santé sur l'obésité. Je vous offre une page. SOS hépatite. Si vous voulez dire des choses, je prends. Chiche. Voilà. Merci beaucoup.